Lors de la séance précédente, nous avons utilisé le réseau postal pour introduire un certain nombre de concepts tels que le paquet ou le datagramme, l'adresse, les primitives de communication ou le protocole. Mais le réseau postal n'est pas le seul réseau que vous connaissez. Il existe Ethernet, le Wi-Fi, bien entendu l'Internet et le réseau téléphonique. Le réseau téléphonique définit un autre type d'interaction avec les utilisateurs. Vous devez décrocher votre combiné, taper le numéro du correspondant, le correspondant doit décrocher, et une fois que cette étape est établie, eh bien vous allez pouvoir communiquer sans aucune contrainte. À la fin de la conversation, vous raccrochez le combiné. Donc on peut voir, si on reprend nos chronogrammes, 3 types d'interactions. L'adresse ne sera transmise que dans la première phase, la phase où on va établir une relation entre l'émetteur et le récepteur. Puis on va avoir une deuxième phase dans laquelle on va transmettre cette information. Durant cette phase, l'adresse n'est plus répétée. Et ça, c'est complètement différent du réseau postal où on devait à chaque lettre renvoyer l'adresse. À la fin, on raccroche et donc on libère des ressources qui avaient été mises à disposition par le réseau pour établir ce circuit. Pendant longtemps, le réseau téléphonique a été analogique et les communications ont été réalisées en mettant bout à bout des fils de cuivre pour chaque communication. La numérisation de la voix a permis de transporter ces données sous forme de petits blocs que l'on peut comparer à des paquets. Mais le principe de circuit a été conservé d'une manière virtuelle. Nous l'avions déjà évoqué lorsque nous avions parlé du réseau postal, où les lettres avaient un poids limité. Dans les réseaux informatiques, on va retrouver cette contrainte et les données que l'on va émettre sur le réseau vont avoir une taille limitée. Mais pourquoi une telle contrainte? Nous allons le voir en regardant un exemple. On va prendre l'exemple d'une banque qui va vouloir connecter ses agences. Une approche irréaliste consiste à tirer des liaisons entre chaque agence de la banque. Alors pourquoi c'est irréaliste? D'abord parce que cela va coûter très cher, et ensuite le trafic sur les liaisons va être relativement faible. Enfin, cela manque de souplesse, parce que si l'on veut rajouter une agence dans ce réseau bancaire, on sera obligé de retirer une liaison vers chacune des autres agences. Il faut mieux avoir une infrastructure ou un backbone pour limiter le nombre de liaisons et faire baisser par conséquent le coût des communications. Mais l'introduction d'un backbone va poser d'autres problèmes. Une agence n'est plus reliée que par un seul câble au réseau. Et donc, quand elle va recevoir des données, elle ne saura pas qui est l'émetteur de ces données. On pourrait imaginer des techniques où, pendant certaines périodes de temps, on va faire des communications entre certaines agences. Par exemple, entre 1h et 1h10 du matin, une agence de Lille peut communiquer avec l'agence de Marseille. Le problème, c'est si ces agences n'ont pas de données à transmettre, on va gâcher des capacités de communication pour rien. Pour optimiser les communications, on peut retrouver l'un des 2 modes de fonctionnement que l'on a vu précédemment. Dans un mode orienté connexion, l'agence va dialoguer avec le réseau pour lui demander d'établir un chemin avec l'agence destinatrice. Ensuite, les données pourront être émises et l'agence, une des agences, pourra fermer la connexion. Dans un mode plus datagramme, on émettra devant chaque message l'adresse du destinataire. Mais dans les 2 cas, il ne s'agit pas de réservation de ressources. En fait, les messages vont être stockés dans chaque nœud intermédiaire. On appelle ce mode de fonctionnement Store and Forward en anglais, stockage et retransmission. Le nœud intermédiaire va recevoir le message, l'analyser, vérifier son intégrité et ensuite le retransmettre vers le prochain nœud. Évidemment, ça ne se fera que si la liaison est libre. Ce mode de fonctionnement permet d'optimiser l'utilisation des liens. Il introduit par contre des délais, ce qui n'est pas gênant pour des transmissions informatiques,
car les ordinateurs sont plutôt du genre patient. Si on ne borne pas la taille des messages que l'on va émettre sur le réseau, les nœuds intermédiaires devraient avoir des ressources quasi infinies pour stocker tous les messages. D'où l'importance de borner les messages, car de cette manière-là, on va pouvoir avoir des mémoires de taille réduite. De plus, l'utilisation de blocs de taille réduite va avoir plein d'avantages au niveau du réseau. Le premier, c'est que si on a une erreur de transmission sur un bloc, on n'est pas obligé de retransmettre la séquence complète. Deuxièmement, on va avoir des temps de traversée beaucoup plus courts du réseau, car on va pouvoir en même temps transmettre un bloc et recevoir le suivant. Comme vous en doutez, ces données de taille réduite vont être appelées des paquets. Le temps de transmission d'un paquet a une importance, car il va pénaliser les autres communications. On a donc intérêt à limiter au maximum ce temps. Une des méthodes, c'est d'avoir des liens à plus haut débit. En plus de transmettre plus de données, ils vont permettre d'améliorer la qualité des communications. C'est très important pour certains types de trafic, comme la voix, qui sont sensibles au délai.